je vous demande d'accueillir Laurent Hogg. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Moi, je suis un vieux des nouvelles technologies. Ça fait 25 ans que je suis dans ce monde-là. Et alors, ça m'étonne toujours de voir le regard qu'on porte sur moi et sur mon métier. J'étais à la radio la semaine dernière et puis on me dit « Ah, vous faites partie de l'élite. Les geeks, c'est l'élite. » Alors qu'il y a 10 ans, on était justement les ados boutonneux à qui personne ne voulait parler. Il y a 15 ans, moi, quand j'essayais de parler aux gens, leur dire « Mais regardez Internet, c'est intéressant », on me disait « Mais c'est un gadget, ce truc ». Et aujourd'hui, on a l'impression que la technologie, c'est ce qui est en train d'envahir le monde, qui va nous mettre au chômage, etc. Donc, passer de gadget à truc de masse qui nous a envahis. Il y a 15 ans, on faisait face au rejet de la technologie, puis aujourd'hui, on est tous accros, c'est le problème, quoi. On est tous sur nos smartphones. Et en fait, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on est, quand on regarde la technologie, forcément dans une extrême. Soit il faut en avoir peur, il faut la rejeter, soit c'est un truc complètement fascinant, limite religieux. Et j'aimerais en fait essayer de vous montrer que la technologie, il est temps de la remettre à sa place. Ni en avoir peur, ni en faire une religion. Alors regardons les peurs. La peur numéro 1 en ce moment, si vous lisez les journaux, c'est « il y aura bientôt plus de travail à cause de l'intelligence artificielle ». Moi, mon téléphone ne sait toujours pas reconnaître mon nom, mais paraît-il, je serai au chômage dans 2 ans, parce qu'il va faire mon boulot à ma place. Et en fait, quand vous regardez l'histoire, on a 140 ans de données un peu sur le marché du travail, et en fait, la technologie crée toujours des emplois. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on voit qu'il y a des métiers qui disparaissent. Et on ne voit pas qu'au même moment, il y a des métiers qui apparaissent. Aujourd'hui, on est en 2018. C'est une évidence pour vous que quand vous allez au bowling, si vous lancez la balle, c'est une machine qui vient remettre les quilles. Eh ben, il y a 60 ans, c'était des enfants qui remettaient les quilles. C'est un métier qui a disparu. Avant que le radio-réveil soit inventé, il y avait des gens qui se baladaient dans les villes avec des grandes tiges comme ça. Ils allaient taper au carreau. C'était pour vous réveiller, pour aller à l'usine. Ces gens-là, aujourd'hui, n'ont plus de travail. Il fallait allumer les lampadaires. Les médecins consommaient beaucoup de sangsues. Il y avait des chasseurs de sangsues, parce que vous avez mal de tête, on va vous mettre des sangsues un peu partout, ça ira mieux. On va vous faire une petite saignée. Il y a les gens qui poussaient les lettres, les compositeurs, vous savez, l'imprimante de Gutenberg. Ces gens-là n'existent plus aujourd'hui parce que on imprime avec Photoshop, Word, etc. Donc en fait, on voit des métiers disparaître, mais ça fait depuis toujours que les métiers disparaissent. Et on ne voit pas qu'il y a des métiers qui apparaissent. Aujourd'hui, vous pouvez être pilote de drone, vous pouvez être professionnel de e-sport. Vous pouvez écouter de la musique pendant votre TED Talk qui n'était pas prévu. Vous pouvez être éleveur d'algorithmes, c'est-à-dire si votre Roomba se comporte mal, vous pouvez l'amener à quelqu'un qui va lui apprendre à bien se comporter. Vous avez tout un tas de coachs, vous pouvez être modérateur de contenu sur Facebook ou sur YouTube, c'est des jobs qui n'existaient pas il y a quelques années. Et donc une de ces peurs, c'est qu'on ne comprend pas que la technologie détruit des métiers, mais elle ne détruit pas des emplois. Ensuite, on pense que par rapport à la technologie, on n'a pas notre mot à dire. Et ça, c'est faux. La technologie, c'est pas quelque chose qu'on subit. Il y a un exemple historique très connu. La technologie pour automatiser les ascenseurs était prête dans les années 1900. Le dernier opérateur d'ascenseur s'est retrouvé au chômage en 1950. 50 ans après le moment où la technologie était prête, elle a été déployée partout. Pourquoi ? Parce que les gens avaient peur de monter dans un ascenseur s'il n'y avait pas un opérateur. Donc comme quoi, la résistance sociale à la technologie a un impact. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, on a annoncé la première déconsommation en France. Les gens en ont peut-être marre de tout ce qu'il y a dans la bouffe, de tous les suppléments alimentaires, etc. Donc les gens consomment moins. On peut peser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit bien avec les régulations européennes, les GDPR, etc. On peut même peser sur les géants américains du numérique. Donc en fait, on a plus notre mot à dire que jamais. Il y a aussi la peur des innovateurs. Ça me fascine. Là, quand Johnny Hallyday est mort, on dit Johnny Hallyday, la légende. Il y a 50 ans, Johnny Hallyday, votre fille, vous le ramenez à la maison, vous lui mettiez un coup de pied au cul, tu dis, tu viens pas ici, toi. Les rockers, là, vous êtes vraiment les racailles. Et en fait, 50 ans plus tard, ça devient les légendes. Et c'est toujours comme ça avec les innovateurs. Alors aujourd'hui, nous, on a par exemple des artistes qui sont très connus, qu'on pense sont des gens très très bien, et qui aussi dans leur temps étaient des sacrés punks. C'est les compositeurs de musique classique. Peut-être vous le savez pas, mais Bach a fait de la prison, 20 enfants illégaux. C'est un fan de Duel, qui était aussi illégal. Debussy, blacklisté parce qu'il avait des liaisons adultères, fait scandale retentissant. Chopin, toxicomane à l'opium. Beethoven, alcoolique incurable, etc., etc. Parce qu'en fait, les innovateurs,
avec le temps, sont acceptés, deviennent les légendes. Et aujourd'hui, les rockers, c'est les rappeurs, vous savez, qui sont censurés, etc. Mais c'est un problème qui est vraiment récurrent. La peur de la technologie, c'est très intéressant. Ça commence il y a très, très, très longtemps. Platon, 4 siècles avant Jésus-Christ, dit, maintenant qu'on a inventé l'écriture, les gens n'auront plus de mémoire. 1613, Barnaby Rich, l'abondance des livres est un problème. Tout le monde peut faire un livre. C'est pas normal. Il y a trop de livres. Il en a écrit 25, lui, d'ailleurs. C'est surtout les livres des autres qui sont un problème. Pas ses livres à lui. 17e siècle, il y a un problème à Cambridge. Les étudiants gâchent leur vie à faire quoi? À boire du café, à lire les journaux. L'université s'insurge contre ces étudiants qui lisent les journaux. Quelle horreur! 1815, il y a un maître qui se plaint que les étudiants ne savent plus écrire au tableau avec la craie. Ils passent trop de temps à écrire sur du papier. Et quand il s'agit de trouver des choses que les jeunes font mal, une imagination sans limite. 1880, le télégraphe, ça colporte que des fake news, ça rend les gens nerveux. Il y a un médecin américain qui fait un bouquin qui s'appelle American Nervousness. Le télégraphe est en train de rendre la société nerveuse, les gens ont des crises de nerfs à cause du télégraphe. 1900, grand problème social en Angleterre, qui, dit-on, cause des suicides chez les ados, les Penny Dreadful. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on a popularisé des petites nouvelles qui sont vraiment pas chères, qui racontent des histoires d'ados qui font le tour du monde, etc. Puis on dit, voilà, ça pervertit la jeunesse. 1990, les jeux vidéo, rappelez-vous. Tous, là, vous qui avez joué à un jeu vidéo, vous êtes tous des criminels en puissance. Bon, ces peurs, elles sont toujours là. Elles sont quelque part normales. Elles sont récurrentes. Et elles sont futiles, en tout cas quand on les regarde avec la perspective historique. Aujourd'hui, vous n'avez plus peur. Quand vous allumez la lumière chez vous, il y a des gens qui pensaient que l'électricité, c'était une technologie qui était technologie du diable. Donc la peur, on n'a pas trop besoin. C'est pas très pertinent. Ça ne nous aide pas beaucoup. Venons maintenant sur la fascination. La fascination des technologies. Alors, les voitures volantes. Promesse du fin 19e. Toujours pas arrivé. On a Twitter, on n'a pas les voitures volantes. Bon. Frigo intelligent, génial. Vous sortez un truc du frigo, le frigo recommande tout seul. Marrant. 30 ans que ça n'arrive pas. La ville intelligente, plus de bouchons, bon. Toujours pas ça. La voiture autonome, il n'y aura plus d'accidents. Regardez les news récemment. Internet, la paix dans le monde. Plus de guerre. Bah oui, toutes les cultures vont enfin pouvoir se parler. Je sais pas trop si on en est là. La téléconférence, il n'y aura plus besoin de voyager, plus d'impact sur le climat. Regardez les courbes de l'industrie du transport aérien. Les caméras de surveillance, on va sécuriser nos villes, etc. Bon, la voiture volante, c'est une bonne idée jusqu'à ce que vous pensiez que votre voisin qui va un petit peu fort sur la bouteille va aussi en avoir une. C'est un peu embêtant. Les caméras de surveillance, ça a fait le business des vendeurs de casques de moto. À peu près tout ce qui se passe maintenant, malheureusement, dans l'espace public, il suffit d'un casque de moto et puis plus de problème de caméras de surveillance. La voiture autonome, ça pose tout un tas de problèmes. Il y a un artiste qui a fait un projet extraordinaire. Il arrive autour d'une voiture autonome, il prend un sac de sel et il trace une ligne blanche autour de la voiture. Et la voiture, elle a un algorithme qui lui dit « ligne blanche, ne pas sortir ». Et du coup, elle est bloquée. La blockchain, par exemple, qui est le grand buzz du moment, c'est vachement bien la blockchain, c'est super. Ça permet de sécuriser l'information, mais bon, si vous rentrez une donnée qui est fausse dans une blockchain, vous allez stocker de façon sécurisée une fausse donnée. Le facteur humain, c'est ce que vous diront les ingénieurs, c'est le facteur humain. Il y avait une news qui est sortie fin 2016, je crois. Il y a eu un problème dans une prison, c'est qu'ils ont mis un bracelet électronique à un détenu, sauf que le surveillant l'a attaché sur sa prothèse de jambe. Donc, le facteur humain. Le célèbre facteur humain. Mais la technologie, en fait, est à double tranchant. Penser que c'est une solution magique à tout, c'est complètement faux. Ça n'arrive jamais. Aujourd'hui, on en est au point où même on imagine que l'innovation, c'est la technologie. Et que ça. Il y a cette espèce de combinaison, de fusion entre innovation et technologie. On oublie qu'on peut innover de plein d'autres façons différentes. Regardez les compagnies aériennes low cost, ce qui est chez nous venu avec EasyJet, qui était fait aux États-Unis depuis très longtemps. La grande innovation, c'est surtout une innovation de modèle d'affaires.
C'est pas vraiment une innovation technologique. Parfois, innover, c'est enlever la technologie. Il faut réhumaniser aujourd'hui ce que fait la Poste en France. C'est fascinant. Vous pouvez maintenant demander que le facteur aille voir votre grand-mère ou votre grand-père qui est un peu isolé. Et donc, l'innovation de la Poste, c'est quoi? C'est de réhumaniser le lien avec la population. Pas beaucoup de technologie là-dedans. En fait, c'est intéressant, on voit que dans plein d'endroits, la technologie nous ramène vers le passé. Les musiciens aujourd'hui gagnent leur vie en allant jouer devant le public. C'était un peu leur business model il y a une centaine d'années, avant qu'on invente la musique enregistrée. La gastronomie, on revient au local, on revient à l'authentique. C'est peut-être ce qu'on aurait toujours dû faire. L'alimentation, on enlève les produits qu'on n'aurait jamais dû mettre dedans. La santé, on est aussi en train de revenir à des choses peut-être plus... on est pris plus globalement, avec un peu moins de produits chimiques, etc. Voilà, donc innover, ça n'est pas que la technologie. Et donc, il faut arrêter avec cette fascination de penser que c'est à chaque fois, vous allez lire un article sur une technologie qui va sortir dans quelques années, c'est toujours miraculeux, ça résout tous les problèmes, mais en fait, ça n'arrive jamais. Et comme il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas non plus être béat devant ces technologies. À chaque fois, c'est des opportunités et, malheureusement, des défis. Alors, il y a un troisième truc qui est très inhibant comme ça, c'est cette idée qu'on vit une période exceptionnelle. Il n'y a jamais eu autant d'innovation, ça n'a jamais été aussi vite. Alors ça fait peur à plein de gens. On aime bien penser qu'on est dans une période exceptionnelle parce que ça fait de nous des gens exceptionnels, notamment les gens de la technologie. Oh, c'est génial, on a inventé des trucs super, vraiment, make the world a better place, etc. Ça fait du bien à l'ego, mais c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La rapidité du changement. Cet été, j'ai passé un moment dans une station de montagne qui, en fait, pendant des années, a gagné sa vie en recevant les tuberculeux, vous savez, les sanatoriums. Et donc, il y avait 3500 patients, 80 sanatoriums, en 1946. 5 ans plus tard, il n'y en avait plus un. Disruption. Vous savez par quoi? Les antibiotiques. On invente les antibiotiques, ils perdent tous leur boulot. 5 ans. Maintenant, on dit « Ah, ça va super vite, ça fait 25 ans qu'on est dans la révolution digitale, on fête les 30 ans du web l'année prochaine, et je peux toujours pas faire ce que je veux avec mon téléphone quand j'arrive sur mon e-banking. » C'est pas vrai que ça va vite. Et alors, l'histoire de la période la plus innovante, alors ça, ça fait du bien à l'ego, c'est génial de penser ça, mais pareil, c'est complètement faux. La belle époque, le moment où le centre de l'innovation mondiale est en France, à Paris, c'est 30 nouvelles technologies à ce moment-là. La vaccination, le froid artificiel, l'automobile, l'aviation, l'électricité, le télégraphe, le gaz, les supermarchés, les cosmétiques. C'est autre chose que les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, quoi. On pense qu'on a tout inventé, et en fait, quand on regarde bien, on arrive en bout de chaîne. Le financement participatif, super exemple. Vous savez, c'est l'invention de Kickstarter dans l'esprit de plein de gens, ou en France, KissKissBankBank, etc. Je dis aux gens, mais vous êtes allés à la messe? À la fin, le petit panier, là, c'est du financement participatif. Et vous avez entendu parler des emprunts russes? C'est aussi un cas célèbre. C'est pas très bien fini. Le financement participatif, ça fait des millénaires que ça existe. En tout cas, autant que la monnaie existe. Aujourd'hui, une des modes dans l'industrie du commerce de détail, ce qu'on appelle le nouveau retail, le nouveau commerce de détail. Alors, c'est cette espèce de synergie entre le monde du online et les magasins réels. Mais vous avez entendu parler de La Redoute, ou de Manu France, ou de Sears, ou du Printemps? En fait, ces gens-là avaient exactement le même modèle il y a 120 ou 130 ans, sauf qu'ils vous envoyaient un catalogue. C'était pas un site internet, mais c'était la même chose. Ils avaient un catalogue, c'était livré par la poste, il y avait des magasins, vous pouviez ramener les objets, etc., qui vous plaisaient pas. Tout ce que fait Elon Musk aujourd'hui, planter comme ça des bornes de rechargement, André Citroën a dû le faire. En 1905, il n'y avait pas de station-service quand ils ont inventé les voitures à essence. Donc il a fallu, pareil, aller poser des voitures à essence
inventer un nouveau business model. Tout comme vous prépayez votre Model 3, bien vous prépayez votre Citroën au moment où vous l'achetiez. Comme ça leur permettait de construire l'outil de production. Exactement les mêmes idées. Il y a 100 ans. La guerre des taxis qu'on a connue. Il y a eu la même guerre des taxis au XVIIe siècle. Quand à Londres, on a construit des ponts. Parce qu'avant, les bateliers avaient un monopole. D'un seul coup, on fait un pont. Ils ont dit, mais c'est dégueulasse. Ils nous piquent tout notre boulot. En plus, c'était tous les gars de la banlieue, bien sûr, qui venaient. Mais arrêtez. Le roi a même mis en place des règles interdisant aux chauffeurs de calèche de faire des courses de moins de 3 km. Comme ça, ils ne pouvaient pas bosser. Comme on a voulu faire avec Uber, en disant, vous devez attendre 15 minutes avant de prendre vos clients. La surveillance d'État, la NSA, le cabinet noir, qu'est-ce que c'était? C'est quand, sous Louis XIV, on a inventé le courrier, et puis qu'il y avait un cabinet noir dans lequel on avait le droit d'ouvrir les lettres. On les décachetait, on les remettait. Bon, surveillance d'État, c'est vieux comme le monde. La création de devises, les crypto-monnaies, tout ce dont on parle. Maintenant, n'importe qui peut faire sa monnaie. Au XVIIe siècle, il y a 400 devises en Europe, qu'on a déjà été là. Les médias sociaux, ça existe aussi depuis très longtemps. Sauf que ça se passait un peu différemment. Donc, quand vous promeniez comme ça sur une route, les reviews sur une auberge n'étaient pas sur Internet, elles étaient écrites directement sur le mur de l'auberge. Les gens faisaient des étoiles en disant, ici, c'est nul. Passez votre chemin. Il y avait des tags politiques à Pompéi. Il y avait César faisait publier dans toutes les villes sur un mur les news venant de Rome, le mur Facebook. Dans l'Angleterre victorienne, les gens se passaient des livres et en fait ils écrivaient des commentaires, ils l'envoyaient au suivant, puis il y avait des conversations comme ça qui se déroulaient autour des livres. C'est exactement les mêmes idées. Et en fait, je dis pas ça pour taper sur mon industrie ou ma communauté ou le monde de la tech, mais je dis ça parce que je trouve que finalement c'est très rassurant. Le changement, il est permanent. On y survit très bien, depuis très longtemps. Et à mon avis, la technologie, il faut ni en avoir peur, ni en faire une religion. Il faut simplement la remettre à sa place. La technologie, c'est un outil comme les autres. Merci beaucoup.